pouvoir mettre un téléphone portable aux 37 millions de personnes non-voyantes avec une caméra devant comme on a tous sur notre téléphone portable et lui permettre d'avoir des yeux parce que l'IA lui dira attention, devant toi il y a 7 personnes, 2 qui te regardent, 3 qui te sourient. À 11 heures, il te sourit beaucoup et il te regarde le monsieur. Donc du coup, retourne-toi et souris. Et là, l'esprit créatif de n'importe quel entrepreneur se dit waouh, ok, c'est comme ça que ça marche sa techno. Donc moi je peux l'appliquer à plein d'autres choses. Et en fait, d'abord, on va séduire en sauvant des vies et en faisant des belles choses autour de l'humain. Et ensuite, on va s'injecter partout dans l'industrie pour venir raccourcir les temps de traitement. Les transformations tous azimuts, on continue de les évoquer au cœur de ce 8e congrès de l'entreprise du futur, ici, installé dans ce studio Ockedito, donc dans le groupe Ama Stadium de Lyon. Et parmi celles-ci, évidemment, il y a les transformations, la révolution digitale de l'intelligence artificielle générative. Donc, on en parle avec l'un des très grands acteurs français. C'est William Eldin. Bonjour. Merci. William. Bonjour Fabrice, ça va? William Eldin, président fondateur de 22. 22. Yes. 22. On s'internationalise maintenant. En chiffres romains, XXII. Voilà, c'est un homme passionné. Hein. Bon, il est toujours jeune, William Eldin, mais à 19 ans, voilà, il avait monté sa première entreprise au début des années 2000. Coyote, vous en souvenez tous, hein, vous savez, les détecteurs de radar, c'était lui aussi, c'est William Eldin, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que 22? Alors, c'est une boîte de 100 personnes maintenant qui vient de lever 25 millions d'euros pour aller conquérir le marché mondial de la vision par ordinateur. Ouais. Donc, la capacité à une caméra à avoir des algorithmes derrière et donc de reconnaître le monde à la hauteur d'un être humain, pour pousser l'information à l'être humain. Ouais, on va donner quelques exemples, William, parce que c'est totalement passionnant. Donc, l'intelligence artificielle appliquée donc aux caméras de vidéosurveillance, mais pas que. Il faut nous donner des exemples, William. Oui, alors il y a 45 milliards de caméras, 3 milliards qui sont à hauteur de vidéosurveillance, mais c'est bête en fait, parce qu'une caméra est un œil, et en fait, si on imite la perception de l'humain, ça peut être des yeux un peu partout. Et donc, pour McDonald's, on fait dernièrement du contrôle en temps réel de est-ce que la commande est bonne, est-ce qu'il manque pas une sauce, est-ce qu'il manque pas une boisson, est-ce que au fond il n'y a pas des tables à débarrasser. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Vérissure, vous connaissez, oui. Ça surveille les maisons. On peut aussi surveiller les piscines et dire attention, il y a un enfant qui arrive et il n'y a pas de parents qui sont là. Donc du coup en fait, on peut vraiment porter tout ce qu'on sait faire avec l'œil à l'intérieur d'une caméra grâce à cette technologie d'intelligence artificielle. Oui, et ça permet quelque part d'assister, de libérer l'homme quelque part de tâches parfois un petit peu rébarbatives, clairement. Exactement. Ouais. En fait, à quoi ça sert? Ça sert à augmenter l'homme. Vous avez 2 yeux. C'est pas possible pour vous d'être partout et derrière plein de choses. Donc du coup, ça démultiplie la force visuelle. Il y a de plus en plus d'informations et nous, on n'arrive pas de plus en plus à les traiter. Ouais. On stagne. Notre cerveau, en termes de capacité de calcul, stagne. Alors, il faut venir s'aider. Comme on a inventé la pelleteuse pour enlever plus de terre, c'est de la force qu'on a augmentée. Maintenant, il faut qu'on augmente notre force d'ici. Et dans un stade, par exemple, on imagine, où il y a de plus en plus peut-être de risques, d'intrusion, de hooligans, etc. Donc, il y a de plus en plus de caméras. C'est pas un seul vigile qui va regarder tous les écrans en même temps. Par contre, à un moment, il y a un des écrans, une des caméras qui va lui dire au vigile « Tiens, attention, il se passe quelque chose. » Voilà, ça va détecter un mouvement de foule, donc des dynamiques humaines qui, d'un coup, sont anormales par rapport à tout le reste. Mais ça va aussi permettre de piloter à la buvette, si les gens attendent plus de 3 minutes, d'en ouvrir 3 autres. Bien sûr. Ça va aussi permettre... Parce que le match va reprendre. Voilà. Exactement. Et on fait aussi avec le rugby, le hand et le football en ce moment, ça va aussi permettre de ne pas attendre que plein de gens comptent combien Mbappé a fait de passes, combien de temps il a eu le ballon, etc. Parce que ça le fait de manière automatique. La data est partout. Et on a un peu rendu esclave l'humain avec ses yeux d'attendre, de regarder l'information qui arrive, alors que demain on lui dit mais ne te prends pas la tête en fait, regarde pas et dis à l'IA de te remonter la donnée et en fait tu le sauras. Ça permet d'aider l'humain quelque part. Mais comment mettre un petit peu d'humain dans l'intelligence artificielle? Parce que c'est vrai, William, vous le savez très bien, vous en êtes un acteur, bien sûr. Il y a beaucoup de fantasmes. On va nous dire, oui, à un moment, l'intelligence artificielle, ça va piquer le boulot de l'homme, ça va nous surveiller, ça va nous fliquer, ça va tout faire. Et puis, en fait, il y aura des robots partout, etc. Essayez de nous rassurer un peu. Premièrement, il faut qu'une loi se pose. Oui. Et il faut que ça ne soit pas possible à n'importe qui de remonter à l'identité de n'importe qui. Donc ça, c'est le premier truc.
Deuxièmement, il faut aussi s'imaginer que ça vient un peu sauver l'espèce humaine d'avoir été esclave d'un système économique où on doit attendre à la sortie d'un magasin que tout le monde passe avec ses produits pour les biper et dire c'est bon monsieur le patron, j'ai bipé tous les produits, vous pouvez encaisser. Enfin je veux dire, on a mis l'humain à des endroits où c'est pas logique. Notre force première, nous, toi, moi, c'est de réagir à l'inconnu et de créer. Notre cerveau est fait comme ça. Et on nous a mis dans des carcans de vérification où tu es expert si tu t'y connais, tu sais faire du volume sur cette chose-là. Donc non, on libère l'humain des tâches ingrates que le système économique nous a imposées, mais c'est normal, c'est le temps de son évolution. Et là, on vient déjà avoir confiance à comment est fait la technologie sans aller dans des technologies qui sont financées par de la pub ou par des gens qui font peur. Et donc, du coup, on fait attention techniquement et on attend aussi les évangélisateurs de nous expliquer de mieux en mieux comment ça marche. Parce que pourquoi ça fait peur ? Parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas. Voilà. Et donc, du coup, on a peur et on est complètement contre. Mais en fait, c'est comme Internet au début des années 2000. On disait, regardez, ça va être un nid à pédophiles, à néo-nazis. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, sans Internet, on est mort. Exactement. Voilà. Oui, tu ne peux plus rien faire. Et donc, du coup, j'arrête de faire de la sécurité parce que ça perd confiance chez nos clients. Et donc, la sécurité ne m'intéresse plus. L'excellence opérationnelle m'intéresse. L'excellence opérationnelle. Exactement. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Exactement. Voilà. Et vous avez repris tout à l'heure l'exemple de McDo. En effet, il n'y a rien de pire qu'un restaurant où les tables ne sont pas débarrassées, où on attend, etc. Et si la caméra, elle peut permettre justement de pallier tous ces handicaps. 7 secondes de gagner en moyenne chez les clients, c'est des centaines de millions d'euros. Donc en fait, c'est bête, mais ça peut se mettre à plein d'endroits pour nous faire gagner du temps de cerveau disponible et en fait, pouvoir imaginer et créer ce qu'on n'a pas le temps de faire pour l'instant. Et cette évangélisation dont vous parliez, William Eldin, tout à l'heure, comment convaincre quelque part, comment impulser de l'intelligence artificielle chez les dirigeants de PME et de TI. On est ici au congrès de l'entreprise du futur. 2 axes. Un axe, et j'y crois fort, les nouvelles techno arrivent souvent par le grand public, donc un axe B2C. C'est bête, ça n'a rien à voir, mais pouvoir mettre un téléphone portable aux 37 millions de personnes non-voyantes avec une caméra devant comme on a tous sur notre téléphone portable et lui permettre d'avoir des yeux parce que l'IA lui dira attention, devant toi, il y a 7 personnes, 2 qui te regardent, 3 qui te sourient. À 11 heures, il te sourit beaucoup et il te regarde, le monsieur. Donc du coup, retourne-toi et souris. En fait, on va pouvoir expliquer le monde à ces gens-là. Et là, l'esprit créatif de n'importe quel entrepreneur se dit « Waouh, ok, c'est comme ça que ça marche, sa techno. Donc moi, je peux l'appliquer à plein d'autres choses. » Et en fait, d'abord, on va séduire en sauvant des vies et en faisant des belles choses autour de l'humain. Et ensuite, on va s'injecter partout dans l'industrie pour venir raccourcir les temps de traitement. Mais ça va au-delà aussi, on aurait pu parler, mais là, on va laisser la parole dans un instant à Noémie Timon, bien sûr, d'Okedito, qui va vous poser des questions, mais même dans la transition environnementale, l'éclairage public, moduler l'éclairage public en fonction de savoir s'il y a du monde ou il n'y a personne. S'il n'y a personne, il n'y a pas de vélo, on éteint l'éclairage public, on fait des économies, et puis on le remet quand il y a un piéton qui arrive. C'est ça, William ? On parle de milliards d'euros en plus. Dingue. Aujourd'hui, l'éclairage public de 2h à 6h du matin, il est éclairé de facto. Et ça coûte 8 milliards d'euros. Non. On a réussi dans quelques villes en France, là où on agit, à baisser de 70%. Donc, on va gagner des milliards. En fait, c'est partout et c'est ça qui est magique. Bon, très bien, voilà. 22, c'est la boîte créée par William Eldin. J'adore discuter avec William Eldin. Je pourrais y rester des heures et des heures. Oui, mais à un moment, les bonnes choses ont une fin. Voici Noémie Tilmon. Chez 22, est-ce que vous êtes plutôt physique ou digital ? Aïe, grande question, surtout du moment post-Covid. On est plutôt physique parce que finalement, l'humain capte beaucoup de choses en non-verbal. Et donc, du coup, comme notre mission est d'augmenter la vision de l'humain, et on connaît pas mal le cortex visuel et la manière dont a le cerveau justement de traiter le signal visuel, on passe beaucoup plus de choses inconnues encore par le physique. Donc beaucoup plus physique, mais il faut absolument que le digital puisse laisser beaucoup de part à des moments humains physiques. Donc du coup, on est très digital en fondation et après on essaie de se voir un maximum, pas forcément au bureau, mais ça peut être le soir ou le week-end. Chez 22, comment est-ce que vous vous orientez ? Plutôt newbies, aller chercher le plus de nouveaux clients possible, ou plutôt valeur vie client, entretenir les clients existants, les amener à de l'upsell, du cross-sell, etc. Chez 22, on est plutôt valeur vie client. Pourquoi ? Parce que cette techno, dans le newbies, l'intelligence artificielle, il y a un temps
considérable à faire grimper la confiance entre notre client et nous. Et donc, du coup, ce temps, on le fait autrement. Et nous, on va plutôt être proche du client parce que quand il nous achète un algorithme, je parle d'un gros du ferroviaire français, il nous achète un algorithme de détection de bagages abandonnés. Mais finalement, on peut aussi derrière lui revendre une fonctionnalité de détection de poubelles qui débordent pour les ramasser et entretenir les gares et les tenir propres, comme après, des gens qui sont en train de chuter, des mouvements de foule, des gens qui traversent les voies, pouvoir aller compter le nombre de personnes et combien de temps attendent les gens devant l'entrée du TGV, enfin, tout un tas de choses. Et donc, du coup, notre rôle, c'est d'instaurer la confiance avec des piliers du business mondial et ensuite de leur vendre des fonctionnalités au fur et à mesure, donc les accompagner dans leur et notre croissance autour de l'IA. Si 22 était un sport, quel serait-il ? Alors j'ai envie de dire de la boxe parce qu'il faut puncher en permanence, mais je trouve que le sabre en escrime est beaucoup plus fin. C'est-à-dire qu'il faut aller taper sur la manchette au bon endroit, au bon moment, se servir de l'arme et de sa torsion. Et donc du coup, c'est de la puissance, de la finesse et de l'endurance qui est très important.